Chers amis, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous pour notre voyage nocturne Culture, l'autre regard. Je vous parle de voyage car ce soir c'est le thème de notre émission. On a coutume de dire que les voyages forment la jeunesse. On a aussi coutume de dire que pierre qui roule n'amasse pas mousse. Cependant, elle amasse souvenirs et expériences. Expériences qui, comme le dit l'un de nos invités, serait le premier pas vers la sagesse. C'est ce que nous allons découvrir ce soir avec mes deux invités. Tout d'abord, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Madame Amel Kasdali. Madame Kasdali, bonsoir. Bonsoir Jawed, bonsoir chers téléspectateurs et bonsoir Monsieur Khnouf. Ravi d'être avec vous dans cette émission, de la partager. C'était une très belle surprise de le voir. Eh bien oui, les écrivains se connaissent. Merci pour ce partage. Alors vous êtes auteur de romans jeunesse, Exactement. Auteur de 5 ouvrages jusqu'à présent. Nous avons eu l'immense plaisir de présenter votre premier quatuor d'ouvrages, à savoir Sarah et le labyrinthe magique, Tif et Andy, La couturière de la reine et Tante Saoussen. Et cette année, vous nous revenez avec un nouvel ouvrage, tout frais, tout beau, qui s'intitule Zina el-Qorsana, Oui, exactement. que nous allons découvrir ensemble ce soir. Merci encore, Madame Kasdali, d'être parmi nous. Merci à vous. Et merci de me mâcher le travail, puisque vous avez, par la même occasion, présenté Monsieur Khnouf Omar. Monsieur Khnouf, bonsoir. Bonsoir, merci. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation et j'étais aussi surpris et agréablement surpris de ces retrouvailles. Et je remercie également nos téléspectateurs qui nous accueillent chez eux. Alors, Monsieur Khnouf, vous êtes diplômé de l'Institut national de formation en bâtiment. Vous êtes un véritable globe-trotteur puisque votre premier récit s'intitule Le bien nommé. Non, il ne s'intitule pas Le bien nommé, il est bien nommé. Mes transhumances. Et on avait deviné en tournant la dernière page que vous n'en resteriez pas là puisque vous revenez avec un deuxième tome, si je puis dire, en tout cas un deuxième chapitre de vos transhumances, mais qui s'intitule cette fois-ci « Rien n'arrive par hasard ». C'est ce que nous allons découvrir ce soir avec vous. Merci encore, Monsieur Khnouf. C'est moi qui vous remercie aussi. Alors, déjà dans votre récit, on découvre que vous êtes un galant homme, et donc galanterie oblige. Si vous permettez, je me tourne vers Madame Kasdali et son dernier ouvrage, son dernier opus, Zina el-Qorsana, qui se situe au début du XVIe siècle. Exact. Et donc Zina est fille de corsaire et elle veut devenir corsaire à son tour. Exactement. Donc Zina, elle a 19 ans. Donc toute son enfance, elle a été baignée par les histoires de son père, le corsaire qui partait à l'aventure. Et donc à 19 ans, elle a décidé de devenir corsaire elle-même. Elle commence par demander à son père de l'emmener avec lui. Donc lui, il refuse parce qu'il a peur pour sa fille. C'est dangereux, c'est un métier qui est dangereux. Et surtout, ce n'est pas un métier traditionnellement Exactement, pour féminin. Le XVIe siècle. Surtout. Vous vous rendez compte? J'imagine, oui. Donc, elle décide de former son propre équipage. Au début, c'était un équipage homme qu'elle ciblait. Elle va voir les marins, elle leur demande de faire partie de son équipage. Ils se moquent d'elle et rient, bien sûr, et refusent. Donc, elle décide, après cela, en voyant une femme qui est assez costaud, qui se bagarre, elle se dit pourquoi pas former un équipage femme. Ouais. Donc voilà, elle décide de former un équipage femme et elle part à l'aventure avec cet équipage qui n'a aucune expérience. Alors justement, déjà, le recrutement de cet équipage est très haut en couleur, hein, et il donne un peu l'occasion d'une sorte de début d'études sociologiques, puisque chaque membre de l'équipage, en tout cas certains membres phares, chacune d'entre elles a son histoire propre, a son vécu, et à travers ça aussi vous présentez des faits sociaux et des problèmes que rencontre la gente féminine, y compris à cette époque. Exactement, donc j'ai choisi que l'équipage soit des femmes qui sont un peu rejetées par la société, qui vivaient dans une maison un peu délabrée, un peu à l'écart de la ville. Et ces femmes étaient pauvres, elles n'avaient rien à manger, elles étaient démunies, on va dire. Donc, en quelque sorte, Zina va les sauver de cette vie qu'elle menait, et en les emmenant avec elle dans cette belle aventure qu'elle va vivre sur 4 parties du livre.
Justement, et donc elles vont s'embarquer sur Saif al-Bahr. Donc voilà, au début, pour avoir Saif al-Bahr, elle est obligée de... Commettre un larcin. Exactement, dépouiller un pacha qui lui-même était voleur. Enfin, vous imaginez à cette époque qui prenait l'argent sans demander. Donc pour elle, voler un voleur, c'était pas un vol. Voilà, c'était... Un retour à l'envoyeur. Voilà, exactement. De la Donc, justice. Voilà, Robin des Bois féminin. local. Voilà, et Féminin. Donc elle dépouille le pacha de son or et achète son bateau discrètement et anonymement et part à l'aventure avec les femmes. Mais bon, disons qu'elle était obligée de partir un peu précipitamment parce qu'elle n'avait pas trop le choix. Je ne dirai pas tous les détails. Bon, après, je ne vais pas m'étaler sur toute l'histoire pour que Évidemment. personne puisse découvrir l'histoire en même temps. Et elle part à l'aventure sur Saif al-Bahr avec les femmes. Et elle commence par aller vers Mustaghanem, enfin une petite escale à Mustaghanem où elle se ravitaille pour partir à l'aventure. Alors justement, elles vont connaître moult péripéties et de nombreux dangers. Et vous nous invitez à un voyage, certes dans l'espace, mais aussi dans le temps. Vous jouez avec les temporalités, vous prenez beaucoup de liberté avec ces temporalités-là, voire jusqu'à l'anachronisme, on va y revenir. Et cependant, une belle trouvaille qui m'a beaucoup frappé, c'est lorsque l'équipage aborde sur l'île des cycles continus. Oui. Donc, l'île C'est l'un des des moments cycles- phares du livre. Oui, on va dire que c'est le moment phare du livre, hein, franchement. L'idée de l'île des cycles continus vient d'une lecture que j'ai eue quand j'étais au collège. J'ai lu un livre, bon, c'était science-fiction, comme je vous l'avais déjà dit, je lisais beaucoup de livres de science-fiction. J'ai lu un livre qui s'appelait La planète perdue. Et cette planète, à chaque fois que les personnes y allaient, ils se retrouvaient dans un temps différent. C'était ou le passé, ou le présent, ou le futur. Donc c'est ça, c'est dans cet esprit que j'ai construit l'île des cycles continus. Donc à chaque fois qu'ils traversaient une caverne, voilà, ils se retrouvaient dans un nouveau cycle. Donc c'était soit le passé, soit le présent, soit le futur. Ouais, donc soit la préhistoire, Voilà, ils se retrouvaient à la préhistoire, ensuite je ne sais pas quelle année, 1500, je ne me rappelle plus, ouais, 1516 ou quelque Moyen- chose comme ça. Moyen Voilà, Âge, après au Moyen ensuite elle se retrouvait dans le futur en 3725, je crois, ou 27. Donc pour elle, c'était un chamboulement parce que n'y croyaient pas leurs yeux. Elles voyaient des choses incroyables qui n'existaient pas en 1515 au XVIe siècle. Donc c'était vraiment un chamboulement extraordinaire pour elle. Et une découverte aussi. Oui, et le bouleversement technologique aussi, à ce moment-là, vous faites un peu ce qu'on fait souvent dans la science-fiction, c'est-à-dire que vous imaginez Oui. le développement technologique et donc le développement des forces productives de l'époque. Et là, on voit aussi tout... c'est un peu aussi l'occasion de réfléchir. Ce qui me frappe quand je vois les films de science-fiction des années 80-90, Oui. c'est qu'ils imaginaient les années 2000 avec Oui. des voitures volantes, Oui, etc. exactement. Bon, c'est pas encore tout à fait le cas, C'est vrai, c'est vrai. On n'y est pas encore, mais bon, peut-être. Mais il y en a mais en beaucoup. 3000... C'est en projet, hein. Mais beaucoup ont été réalisés. Certes. Et donc là, vous imaginez le monde en 3000... 725, je crois, ou 27. C'est 3000. Bon, je suis sûre qu'en 3725, ce sera peut-être beaucoup plus moderne. Hein. Enfin, j'espère. Enfin, je l'espère. Espérons-le. Et non pas l'inverse. Oui, c'est vrai, ça peut l'être aussi. Hein. Disons que je me suis lâchée. Oui. J'ai vraiment imaginé ce que moi-même, j'espère trouver peut-être dans une dizaine ou vingtaine d'années. Non, qui sait, hein. Mais rendez-vous dans 20 ans. alors, Voilà, Inch'Allah. exactement. Alors, rendez-vous dans 20 ans, non pas dans l'avenir, mais dans le passé, voire un peu plus, avec M. Omar Khanouf et son dernier récit, Rien n'arrive par hasard. Après les transhumances, on se retrouve avec ce deuxième opus et qui s'ouvre sur un avant-propos très émouvant. D'abord, vous dites « Je me considère comme pur produit », je vous cite, hein, comme pur produit de l'école et de l'université algérienne. Et puis vous dites, au sujet de l'ouvrage, « Rien n'arrive par hasard » se veut, en premier lieu,
l'expression de ma reconnaissance à tous ceux qui se sont attelés à sa reconstruction, c'est-à-dire à la reconstruction du pays, en se dévouant corps et âme à cet objectif. J'ai appris tout ce que je sais faire auprès de grands et valeureux cadres de la nation qui avaient l'Algérie chevillée au corps. Mais les plus grandes leçons de la vie, ce sont des humbles personnages qui me l'ont donné, tellement humbles qu'ils passent devant un miroir sans même s'y voir. Je me suis permis de reprendre un peu Jacques Brel dans la dernière phrase, ce qui est tout à fait vrai. Et peut-être notre chance, c'est quand on a terminé un peu l'école et l'université et versé dans le monde du travail, nous avons trouvé des personnes, je dirais, admirables. Je pense que la moindre des choses, c'est d'être reconnaissant envers ces gens-là. Pour moi, c'était des icônes, des grosses pointures, des gens tellement, je ne parle pas uniquement de compétences, mais d'humanisme. Quand vous avez 20, 24 ans et vous êtes en face de quelqu'un qui deviendra quelques années plus tard ministre, et pas qu'un, j'en ai connu pas mal, et d'autres qui sont devenus des patrons de très très grosses boîtes. Et ces gens nous ont fait confiance, ils nous ont versé, ils nous ont affectés sur des projets, je dirais, d'envergure. Je dirais, pour moi, c'était du surnaturel d'arriver sur un projet pareil que j'ai réalisé à Bourges et auparavant auquel j'ai participé à TBSA. Vous avez en face de vous d'abord des compétences algériennes époustouflantes d'une dimension incroyable. Et gérer un budget pour l'agroalimentaire, c'est stratégique. Assurer du blé, de la semoule, de la farine pour toutes les boulangeries algériennes livrées au lendemain de l'intouin, c'est pas évident. Et puis ces gens, ils voyaient grand, et ils voyaient loin, et la sécurité alimentaire était un enjeu primordial. Un enjeu primordial pour la souveraineté du pays. Nouvellement conquise. Voilà, et on a eu l'occasion d'en discuter avant, mais dans celui-là, je m'étale vraiment. Et puis, jamais, à aucun moment, c'est vraiment exceptionnel, je me suis senti comme étant mahgour ou la... Alors oui, parce qu'il faut préciser que vous vous retrouvez directeur régional à l'âge de 24 ans. C'est jeune. Et en face de mes compatriotes, il y en a qui étaient issus des universités américaines, européennes, des spécialistes de l'industrie de l'industrie agroalimentaire. Et de l'autre côté, vous travaillez avec un sous-traitant allemand. Oui. Et avec un bureau d'études suédois. Et quand je dis ça, c'est la race aryenne, je dis, il y avait en plus de la compétence, mais aussi la taille. Oui, une certaine condescendance. Oui. Et voilà. Donc, et je dirais que passer quelques moments, les premiers moments assez pénibles et difficiles, parce que même quand vous êtes injecté comme ça à votre âge, dans une région, sur un projet, il y a toujours ces premiers rondes d'adaptation avant de tout mettre sur le tapis. Mais moi, c'était 20 jours après que c'est arrivé, donc le temps d'adaptation. Le round était très court, oui. Ah oui, les premiers rounds étaient vraiment très courts. Et je dirais, alhamdoulilah, nous avons rempli notre mission. Alors, en marge de la description justement de ce travail-là, de la production, on va y revenir avec les coffrages glissants. Et, vous peignez aussi une galerie de personnages aussi saisissants les uns que les autres. Et vous donnez à voir, au lendemain de la Révolution, vous donnez à voir les séquelles de la guerre de libération, justement à travers des personnages comme celui d'Abdallah, par exemple. Ah, ça c'est le premier.
C'est quand on arrive, le directeur général et moi, on arrive et il est là devant le portail dans une attitude vraiment anormale. Il donnait l'air d'en avoir à tout le monde, au bon Dieu, au ciel, à la terre. Elle me dit à un moment, je me dis, est-ce qu'on m'a confié un projet ou un asile? Mais une fois que j'ai connu, c'était un cas particulier. Il a été torturé et le lendemain de l'indépendance, il errait dans les rues de Sétif avant qu'un des fondateurs de la coopérative des anciens Moudjahidines ne le récupère, lui aménage une petite chambre dans les locaux de chantier. Et avec son petit salaire, au moins, il a retrouvé de la dignité. Et ce que je n'ai pas dit dans le livre, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans les travaux, quand on est arrivé aux voiries d'hiver, les moyens et les engins à l'époque n'étaient pas aussi ce qu'ils sont aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, n'importe quelle petite entreprise peut se permettre les trains de finisher, de compacteurs, de tout. Mais à l'époque, c'était... C'était une gageure. Absolument. Donc on avait juste un petit compacteur, un rouleau, un cylindre, comme on en affecte à toutes les mairies pour les travaux de réfection. Et imaginez qu'avec ça, sur un terrain de 5 hectares, un complexe aussi important que le complexe minoterie et moulerie, quand le laboratoire est venu faire les tests de capacité, ils étaient excellents. Et ça, c'est Abdallah. Je lui ai confié ce petit cylindre. Il en a fait, je dirais, son bijou. Personne n'y touchait. Il faisait ses 8 heures. Il l'entretenait. Et le soir, il rentrait chez lui. C'était vraiment exceptionnel. Hein. Je dirais, des personnages comme ça, j'en ai connu aussi. Vous vous faites d'ailleurs, suite à une angine, vous vous faites ausculter par l'ancien médecin de la Wilaya 3. Ah, ça c'est vraiment Un beau souvenir. un beau souvenir. Et l'histoire ne fait que commencer parce qu'avec le temps, il deviendra mon beau-père. Et justement, il vous demande de photographier votre projet, parce que vous êtes en train de travailler sur un projet de silo et de moulin, et il vous demande la photographie afin de l'envoyer à un pied noir revanchard. Et je vous laisse poursuivre, je vous laisse raconter. Là. Oui, juste avant de partir, avant le cessez-le-feu, il lui a dit qu'heureusement que la France vous a laissé un petit moulin pour que vos femmes vous roulent le couscous et pétrissent vos galettes. Alors, il m'a demandé de lui ramener des photos sur parce que le petit moulin le petit moulin de la France, il existe, mais il est incomparable avec ce qu'on a fait. Un moulin de 400 tonnes jour, avec des capacités de stockage de 2 500 000 quintaux. C'était énorme. J'ai pris de belles photos, je l'ai ramené et là il me dit pour lui envoyer, voilà ce que font les enfants de l'indépendance. Ben, bravo. Justement, d'ailleurs, ce que font les enfants de l'indépendance, c'est aussi de parfois rattraper les bêtises des expatriés, notamment allemands. Vous racontez un épisode là-dessus et vous racontez aussi cette solidarité qu'il y avait entre les entreprises nationales, puisque vous palliez une panne de grue en empruntant à une autre entreprise, carrément un membre. Ça, c'est vraiment une période exceptionnelle qu'on a vécue. C'est-à-dire, n'importe quelle entreprise du même secteur, ou même d'autres secteurs, mais pour qu'elle soit publique, on considérait que c'était aussi la nôtre. Et donc, si nous avons l'Aïd Sgher, l'Aïd Kbir, les Allemands et les Suédois, ils avaient Noël, les jours de l'an, et lors d'une opération de glissement d'un silo, on travaillait avec 3 grues. La première s'arrête à une certaine hauteur parce qu'elle n'était pas, les silos étaient plus hauts que la grue, et on continue avec 2 autres pour alimenter la plateforme en béton, ferraille et tout ce qu'il faut. Et on a
au 5e jour, il y en a une qui tombe en panne, une panne vraiment qui nous en a fait baver. Toutes les tentatives de réparation sont avérées vaines. Et j'appelle le représentant du constructeur de cette rue, je pense le 20 décembre. Et il était en partance pour passer les fins de fin d'année, oui. C'était pour passer les fins d'année. Il me donne juste un tuyau, telle entreprise abrira là le même type de grue. Ben, c'était ce qu'il fallait. Le lendemain, à 10h ou 11h du soir, la pièce, ce n'est pas une petite pièce, c'est une grosse pompe qui fait peut-être dans les... cette dimension. Et qu'on a démonté, ramené à bord, installé. À 22h, la grue a repris son activité normale. Et le 24, les Allemands et les Suédois étaient chez eux à fêter Noël. Réveillonner. Alors, pour situer la gravité de la chose, vous expliquez dans l'ouvrage, je vous laisserai le réexpliquer, c'est que le silo doit être coulé en continu. Sans arrêt, sans interruption. Voilà, je laisse le technicien expliquer la chose et expliquer les conséquences d'une interruption. Voilà. Pour stocker autant de blé, c'était la technologie la plus appropriée. C'est-à-dire c'est une mise en œuvre du béton en continu H24 du premier jour jusqu'au dernier sans interruption, parce que toute interruption peut, à chaque interruption, il y a ce qu'on appelle une fissure microscopique qui apparaît, et par ces fissures, l'eau de pluie s'infiltre à l'intérieur et le blé dégage du méthane. Du méthane, c'est un gaz explosif. Je fais référence... Et vous dites dans le livre, le silo se transforme en énorme bombe. En bombe. À Dunkerque, il y a eu une explosion, beaucoup de morts. Et je pense que jusqu'à maintenant, chaque année, à l'occasion... Il y a un mémorial. Il y a un mémorial, une gerbe de fleurs qui est déposée. Donc, et puis ça, c'était notre hantise. D'autant plus que juste avant de partir, d'être nommé à Bordeaux, il y a eu un ratage. Un ratage à 3-4 jours de glissement. Le silo s'est complètement déformé, il fallait arrêter et tout reprendre. Donc c'était 300-350 mètres cubes de béton qu'il fallait démolir. Et puis le son du marteau-piqueur, je dirais que pour moi personnellement, c'est le son que j'ai jamais aimé depuis ce jour-là. Voilà. Donc et puis reprendre, c'est une gageure, c'est vraiment un pari. Et je dis alhamdoulilah avec... Paris gagné. Paris gagné, oui. Alors on va voir d'autres paris que vous avez relevés avec brio, y compris ceux du cœur, mais vous avez vendu tout de suite la mèche. Cependant, Paris gagnant aussi. Cependant, avec votre aimable permission, nous allons opérer un petit intermède musical puisque c'est le moment de notre minute mélomane, que nous allons découvrir comme d'habitude après le jingle. Ce soir, avec votre aimable autorisation, notre équipe a choisi pour vous Hamoud Khadr Falastin Biladi. Je vous laisse découvrir. Comme l'a si bien dit Hamoud Khadr dans sa superbe chanson Falastin Biladi, Falastin bientôt libre, Inch'Allah. Et je me tourne vers notre romancière jeunesse Amel Kasdali et Zina El-Qorsana que nous avions laissé justement à l'île des Excursions. Exactement, et donc il va se faire construire un navire flambant neuf qui cette fois-ci va s'appeler Al-Qorsan Al-Shuja'a. Oui, évidemment. Et qui, fort de son avantage anachronique, puisqu'il est construit selon la technologie du... 3727. Voilà, donc du 38e siècle. Le navire écume les mers et, est réputé invincible, il se fait très vite une réputation.
Voilà, et c'est à ce moment-là qu'elle va faire un prisonnier qui va lui donner du fil à retordre, à savoir Issa le chamarré. Issa le chamarré, exactement. Donc, il fallait que j'invente à Zina un personnage qui va être son concurrent. Bon, bien sûr, ça ne pouvait pas être une femme, donc c'était obligatoirement un homme. Enfin, pas obligatoirement, mais c'était ma préférence que ce soit un homme. Et bon, un homme qui voit une femme capitaine d'un navire, automatiquement, il est jaloux. Et il veut s'emparer de son navire, il veut l'évincer. Ou admiratif, hein. En tout cas, M. Khnouf est dubitatif. Exactement. Ça m'étonnerait qu'il soit admiratif. C'est vrai qu'à l'époque, la norme, Ouais, au c'était quand XVIe même... siècle, Un capitaine homme. Oui, Voilà. c'est ça. Donc, Issa le chamarré va tout faire pour s'emparer du bateau de Zina, l'évincer et être le maître du monde avec ce bateau, parce que c'était un bateau qui est un peu invincible, genre Titanic, qui Ah oui. a coulé. En fait. Certes. Et donc, elle le fait prisonnier. Elle le fait prisonnier. Mais tout exactement. prisonnier qu'il est, il complote pour saper son autorité. Bah voilà, exactement. Il fait tout pour, comme je l'ai dit, s'emparer du bateau, évincer Zina et devenir le commandant capitaine. Enfin, ce que vous Et donc, voulez. il fomente un peu une mutinerie. Exactement. Donc, il monte un peu son bras droit contre elle pour se mutiner, enfin que tout l'équipage femme se mutine contre elle. Et bien sûr, avec ses atouts d'homme, il arrive à convaincre la femme. Et surtout son expérience en tant que capitaine, puisque lui est un capitaine chevronné. Exactement, voilà. C'est un capitaine chevronné qui a navigué de par les océans et les mers pendant plus d'années que Zina, donc il a plus d'expérience. Il arrive à convaincre son bras droit, on va dire, Leïla, de se mutiner et de s'emparer du bateau parce que Zina a pris un peu la grosse tête, on va dire. Donc, ce qui fait que ça a affecté un peu ses relations avec son équipage, qu'il a trouvé un peu plus prétentieuse et plus... Et despotique. Exactement, despotique. On va dire Un despotique. petit chouïa quand même. Un petit chouïa. Et c'est cet atout que va utiliser Issa le chamaré pour s'emparer. Enfin, il ne va pas s'emparer du bateau, mais un peu prendre la direction du bateau à travers Leïla, son bras droit. Donc, elle finit sur une chaloupe, puisque l'équipage se mutine. Oui, exactement. Donc, elle est abandonnée par son équipage. Sur une chaloupe avec deux camarades d'infortune. Voilà, deux fidèles, on va dire, qui la suivent dans son aventure de chaloupe abandonnée, on va dire. Et elle se retrouve dans un océan perdu. Elle ne sait même pas où elle est, elles ne savent même pas où elles sont. Et elles voguent de par les courants marins, on va dire. C'est les courants marins qui les emportent vers l'inconnu. Et donc, en cours de route, elle va perdre ses deux camarades d'infortune. Oui, il y aura en tout cas momentanément. Oui, voilà. Et elle va aborder sur une île. Et là, impossible de ne pas avoir des réminiscences de Robinson Crusoe. Évidemment, qui dit île perdue, dit... Vendredi. Sauf qu'en guise de vendredi, ce n'est pas un sauvage, entre d'énormes guillemets. On se demande qui est le sauvage si on lit attentivement Robinson Crusoe, puisqu'il a servi l'autre, c'est pas forcément le plus civilisé. Exact. Ça, c'est une autre réflexion à faire. Le vendredi de Zéna n'est pas un homme, mais... Un petit singe. Voilà. Un petit singe qui va la sauver. Oui. Parce que après elle tombe malade dans l'histoire et donc c'est le singe qui la sauve et qui l'emmène vers sa tribu, on va dire, qui vont la soigner, la sauver miraculeusement. Bien sûr, il y a un peu de fantastique dans l'histoire, beaucoup de fantastique, pas qu'un peu. Donc il va la sauver et c'est comme ça qu'elle va réussir à, on va pas dire s'échapper, mais retrouver ses camarades et son bateau surtout. Et sa place aussi. Certes. Et j'ai dit que vous avez pris beaucoup de liberté avec les temporalités. Oui. Et donc, après avoir récupéré un bateau et son équipage, Zéna part à l'assaut de l'apartheid. Oui. Donc, oui, c'est vrai et de l'exploitation. Bon, c'est vrai que j'ai un peu mélangé les époques, parce que je n'avais pas trop le choix. Je voulais que l'Afrique du Sud soit colonisée. Ça a aidé dans l'histoire. Formuler comme ça la phrase
La On va phrase. dire début de colonisation. Non, c'est-à-dire, vous voulez situer la colonisation en Afrique du Sud à cette époque-là afin que Zina puisse. Sauver Voilà. l'Afrique du Sud, Voilà. les Africains. du Sinon, vous ne souhaitiez pas la colonisation. Non, non, pas elle-même. du Oui, tout, je pas sais, du je tout, plaisante. non. Je vous taquine. Et Non, donc, non. Zina va partir à l'assaut de Oui, de c'était l'exploitation. c'était son premier but, c'était la première direction qu'elles avaient choisie grâce à Tunana, qui est de l'Afrique du Sud. C'est un des membres d'équipage de Zina. Et c'était bien sûr pour les diamants, c'était pas pour rien. Elle ne partait pas juste pour faire plaisir Oui, elle aux n'est pas Sud-Africains. non plus tout à fait une grande philanthrope. Hein. Non, pas trop, bien sûr. Il fallait que Atunana a trouvé l'atout des diamants pour pouvoir retourner chez elle, sauver son peuple. Donc l'équipage accepte de faire ça. Et surtout Issa le chamarré qui adore tout ce qui est diamant. Oui, tout ce qui brille. Oui. Donc automatiquement, il pousse Zina et tout l'équipage qui ne voulait pas partir parce qu'ils avaient assez de butin, on va dire, pour vivre à l'aise toute leur vie. Donc pourquoi aller encore chercher des diamants? Mais Issa, lui, comme il est très, comment dire, cupide, oui, il les pousse à faire ce voyage. Donc ils partent en Afrique du Sud pour sauver les Sud-Africains et bien sûr, par la même occasion, Se remplir les poches. voilà, exactement, se remplir les poches et pas avec n'importe quoi, avec des diamants. Alors, en vous lisant, on découvre, on en apprend sur les navires, on apprend sur la géographie, on apprend sur l'histoire. Et donc, on imagine quand même la tonne de documentation que vous avez dû ingurgiter pour ce roman. Oui, j'ai dû faire beaucoup de recherches d'abord sur la Casbah. Et d'ailleurs, j'ai même fait une visite de la Casbah, exprès, pour voir... Hadja Farja. Oui, exactement, Hadja Farja. J'ai fait la visite et c'est de là que j'ai appris pour le Nah. J'ai appris l'histoire du Nah, que j'ai relaté dans mon livre. J'ai appris pas mal de choses en faisant la visite. Ensuite, j'ai fait des recherches, bien sûr, sur les navires, sur les différentes parties, d'ailleurs, que j'ai mis dans le livre pour que les enfants puissent avoir une idée, visualiser ce que je disais dans le livre. À la fin, ils peuvent voir les différentes parties, comment vivaient les pirates à cette époque-là, où ils dormaient, tout ça. Et en même temps, la direction qu'avait pris Zina, le détroit de Gibraltar, c'est où, comment ça se passe, le triangle des Bermudes, où ils se perdent, Ouais. voilà, où ils se situent, voilà. Et dont ils sortent grâce à Aïcha Chamaré, etc. Bien sûr, évidemment, c'est le sauveur. Avec une pointe d'ironie. Alors, en ce qui concerne l'histoire et la géographie, M. Khennouf n'est pas en reste, lui aussi, puisque dans Rien n'arrive par hasard, vous nous faites aussi découvrir et la géographie du pays et son histoire, notamment dans vos transhumances, dans ce deuxième Dans opus, ce deuxième. à travers la Qal'a des Aït Abbas. Oui. Ça, c'est un moment exceptionnel. C'est un Qal'a que j'ai visité, revisité encore. Ce chapitre, pratiquement, est une synthèse de toutes ces visites. Il y avait d'autres lieux, malheureusement, j'ai pas été, mais la Qal'a, c'est, je ne sais pas comment vous le décrire, ce n'est pas uniquement un vestige, ce n'est pas uniquement un village, ce n'est pas uniquement une forteresse. Pour moi, elle a représenté beaucoup de choses, c'est-à-dire cet esprit de résistance, de résilience, d'ancestralité, d'authenticité, de patriotisme. C'est un peu tout ce que cette Qal'a exprime pour moi. Toutes les valeurs qui traversent le livre, en fait. Absolument. Enfin, ça, je vous remercie de l'apprécier. Donc, pour moi, c'était un pèlerinage. Puis, je pense que c'est un peu cet esprit de découverte. Je dirais quand j'étais, ce que j'ai raconté dans mes transhumances, ce premier volet, c'est que j'étais dans un endroit sans connaître ni notre histoire, ni notre géographie. Donc, Oui. on a été choqués, mais en fin de compte, on a été choqués par notre ignorance.
des coutumes, des us, des traditions, de la géographie, parce qu'on pensait que l'Algérie c'était Alger, Constantine, un peu le nord, et quand vous êtes sur la steppe, vous découvrez un autre pays. La même chose, donc quand je suis arrivé sur les hauts plateaux, je m'intéressais un peu à toute la géographie et l'histoire un peu de la région. Et comme je bougeais beaucoup, c'était par route que je le faisais quand je traversais les hauts plateaux et ensuite les hautes plaines du Constantinois pour revenir souvent à Tébessa pour différents motifs. Et ça m'a permis d'élargir un peu ma perception de mon pays. L'Algérie, c'est vraiment un grand pays et jusqu'à présent, pour moi, il reste grand parce que je ne l'ai pas encore entièrement découvert. Certes, et vous nous faites aussi découvrir beaucoup de choses, on va y arriver, notamment des beaux moments d'humour que je vous propose de découvrir. Cependant, comme c'est le moment de notre intermède, cette fois-ci littéraire, nous allons opérer un petit détour littéraire justement, comme d'habitude après le jingle, afin de découvrir notre livre de chevet. Ce mois-ci, avec votre aimable autorisation, j'ai choisi de vous faire découvrir ou redécouvrir l'ouvrage d'Ilan Pappé, Le nettoyage ethnique de la Palestine. Ilan Pappé est un historien juif qui a traité de cette question. Et en ce moment, dans la patrie des droits de l'homme, l'ouvrage est censuré, il a été retiré de la vente. Heureusement pour nous, il est disponible en Algérie et facétieux comme je suis, à cette occasion, j'ai décidé de le mettre à l'honneur. Je vous laisse découvrir avec moi cet extrait. Ben Gourion avait déjà compris à la fin de 1946 que les Britanniques étaient sur le départ. La fameuse promesse de Balfour allait enfin se concrétiser, enfin pour eux. Avec ses collaborateurs, il commença à élaborer une stratégie générale qui pourrait être mise en œuvre contre la population palestinienne dès qu'ils auraient quitté les lieux. Cette stratégie est devenue le plan C. Le plan C était une version révisée des deux plans antérieurs parce que ça complotait à qui mieux mieux. Donc A et B. Le plan A était nommé plan Elimelech, du nom d'Elimelech à venir, le commandant de la Haganah, la fameuse organisation paramilitaire terroriste qui s'est rendue coupable de meurtres documentés dans cet ouvrage. Donc c'est un commandant de la Haganah de Tel Aviv qui en 1937, à la demande de Ben Gourion, avait déjà exposé les lignes directrices possibles d'une conquête de la Palestine en cas de retrait britannique. Le plan B avait été élaboré en 1946, puis les deux furent fusionnés en un seul plan qui constitue le plan C. Le plan C énumérait clairement les composantes des types d'actions punitives qui permettaient justement cette conquête, à savoir tuer les dirigeants politiques palestiniens, tuer les agitateurs palestiniens et leur soutien financier, tuer les Palestiniens qui auraient agi contre des Juifs, tuer les officiers et fonctionnaires palestiniens haut placés dans l'administration du mandat britannique, s'en prendre au transport palestinien, on y est encore, s'en prendre aux moyens de subsistance palestiniens, puits, moulins, etc., on y est toujours, attaquer les villages palestiniens proches qui pourraient aider de futures agressions entre guillemets, c'est-à-dire de futures ripostes. Attaquer les lieux de réunion palestiniens, clubs, cafés, etc. On y est encore. On voit donc la continuité de cette entreprise de spoliation, non pas depuis le 7 octobre 2023 comme le claironne les irénistes et autres, mais déjà bien avant 1948. Donc je vous rappelle notre livre de chevet, Ilan Pappé, Le nettoyage ethnique de la Palestine. Est-ce que parler de nettoyage ethnique de la Palestine, c'est antisémite quand l'historien lui-même est juif? Ça, c'est au censeur de la liberté d'expression de nous le dire. Je reviens vers notre cher ami et cher écrivain Omar Khanouf. Rien n'arrive par hasard. On a parlé de moments émouvants d'histoire.
On a aussi parlé, en tout cas vous, nous avez régalé avec des moments d'humour, notamment lorsque vous nous faites revivre, alors que vous cohabitez dans les lieux de travail avec des expatriés allemands, et vous nous faites revivre la fameuse épopée de Guijon, je ne sais pas si je prononce bien, Ah, de Gijón. De Ah, Gijón, de voilà. Gijón, oui. Voilà, Oui, et le là. fameux match. Ouais, le fameux match, le match que personne n'oublie de 82 de Sauf juin. que vous le vivez dans un contexte où Oui, vous mais avez... on l'a vécu dans un contexte particulier, parce qu'on avait des sous-traitants allemands, et à cause de ce qui s'est passé avant que je n'aille à Burj Barri, le fameux ratage, il y avait Oui, parce toujours... que vous congédiez sans ménagement. Il y avait... j'ai congédié un Allemand parce qu'il a failli... Une faute professionnelle grave. Absolument. Et puis, il y avait toujours cette histoire à qui la faute, à nous ou aux Allemands. Bon, donc, on a tranché, c'est eux qui ont fait l'erreur. Leur installation était défectueuse. On s'est arrêté rapidement, donc il y a pas. Mais ils conservaient toujours cet esprit, bien sûr, hautain. Les Allemands ne s'en trompent pas. Si c'était dans un autre pays, ça ne serait pas passé comme ça. Évidemment. Et il y a le fameux match. Algérie-Allemagne. Donc, on l'a vécu comme une double confrontation avec nos sous-traitants et puis avec mes amis, parce que ce n'est pas un match qu'on peut voir tout seul, il faut de la galerie. Évidemment, on imagine. Comme j'avais pas encore accompli mes obligations de service national, je pouvais pas. C'était difficile d'avoir un sursis valable à l'étranger pour aller en Espagne. Donc là, c'est direction TBSA, la Ouinette, avec mes amis. Lilo, que c'est un gars admirable, à chaque fois je dis, il ne dit jamais bonjour avant 11h du matin. Boujma Allah yarhamou, qui je rends hommage, Farid, et il y avait d'autres. Et puis, alors Algérie 1, Allemagne 0, ensuite égalisation, ensuite en 11 passes ou 12 passes, deuxième. C'était un moment, je pense, d'euphorie. Je dis que j'ai pas vécu, je me rappelle pas Voilà. du 5 juillet sur le dos de mon père. Vous aviez 5 ans. J'avais 5 ans, je me rappelle à peu près, mais c'était la même euphorie. Ouais. Tant que pas, c'était un moment extra. Autre grande euphorie, la rencontre. Ah. Avec un R majuscule et... Je l'attends avec impatience. oui, et d'or et une lettre d'or, au sujet de laquelle vous écrivez « Essuie les larmes de mon chagrin » car on découvre que vous fûtes poète, Oui. et que poète un jour, poète toujours, monsieur Khandaf. Malheureusement. Oh, malheureusement. Vous écrivez « Essuie », entre autres, hein, Essuie les larmes de mon chagrin et mets fin à mon sursis sur cette terre. Je renais dans une nouvelle vie avec un incendie dans le cœur. Wow. Que vous voulez que je vous dise? C'est pas moi qui vous l'avais dit. Donc, Est-ce que vous l'avez dit à la personne concernée? Oui. Vous avez récité le poème? Alors, disons, peut-être pas sur le moment, par la suite. Et j'avais une obsession que j'ai racontée déjà dans c'est de partir. Parce que j'ai pas je voulais faire marin là, et ensuite j'ai refusé de partir à Moscou, suivre une formation d'ingénieur mécanique. Et à un moment, je voulais carrément quitter le pays, partir. Les lecteurs du premier volet le savent. Et puis cette rencontre a quand même été le tournant de votre vie. De ma vie. Ouais. J'ai continué mes transhumances, mais j'étais plus seul. Et j'ai continué toutes mes aventures, et j'étais plus seul. Et je continue jusqu'à ce jour. D'ailleurs, dans le milieu littéraire, vous êtes devenu un couple presque mythique, puisque oui, ces transhumances littéraires, cette fois-ci, s'effectuent toujours à deux. Absolument. Et j'en suis ravi. Je pense que être heureux en Algérie ne nécessite pas parfois beaucoup de choses.
C'est juste des petits riens, des petits gestes, du tout. Et alhamdoulilah, je dirais. Malgré tout, parce que il y a eu beaucoup de déceptions dans notre vie, beaucoup d'échecs, beaucoup de ratages. Il n'y a pas que je dirais, des réussites, des exploits. Et parfois, ça se termine d'une manière inattendue. Et je dirais, on a gaspillé beaucoup de chances, beaucoup d'opportunités. On a perdu beaucoup de potentiel qui aurait pu faire beaucoup plus. J'en parle dans l'épilogue que, par exemple, cette technologie, et pas que cette technologie, celle avec laquelle on a construit le mémorial des martyrs Riyad al-Fath, il y a des Algériens qui maîtrisaient peut-être à une taille plus petite, parce que là c'est un ouvrage exceptionnel. Il y a eu trois techniques qui ont été utilisées, en plus du coffrage grimpant qui permet la modélisation, pas uniforme, mais on peut moduler les ouvrages comme on veut, les agrandir, les rétrécir, chose que ne permet pas le coffrage glissant, qui sont quand même uniformes dans leur conception, des ouvrages. Mais il y a des châteaux d'eau qui ont été réalisés, par exemple, sous forme de sablier. C'est des petits chefs-d'œuvre, mais c'est des chefs-d'œuvre quand même. Et 100% locaux. Et 100% locaux, voilà. Avec la technologie de coffrage glissant, les opportunités étaient énormes. Les tours Jawhara de ruisseaux sont faites avec des coffrages glissants. On a glissé toute la tour, et c'est qu'ensuite on a commencé à faire des planchers intermédiaires au fur et à mesure. Les piles de châteaux d'eau, enfin, des châteaux d'eau, carrément, des piles de ponts. Et puis, je ne sais pas. Mais alors, justement, en guise d'au revoir, puisque nous approchons de la fin de l'émission, et peut-être comme meilleure conclusion, ce qui traverse, on a cité l'exemple de l'entreprise chez qui vous empruntez le bras, mais cet esprit de solidarité et cet esprit de toute une équipe de jeunes cadres, d'ouvriers, de travailleurs, qui ont tous les yeux fixés sur l'avenir et vers la mission historique d'édifier la base matérielle du développement d'un pays nouvellement indépendant, cet esprit-là traverse tout le livre. Absolument. C'était, je dirais, dans la continuité de l'esprit des premiers responsables qui ont pris l'Algérie, c'est-à-dire qui ont encadré l'Algérie au lendemain de l'indépendance, la guerre de libération, mais j'étais trop jeune, trop petit pour savoir, mais j'ai connu ceux qui ont construit ces vraiment mastodontes, ces géants, ces grands groupes qui ont commencé à produire du local. Je me rappelle du camion de Sonacom qui a gagné le Paris-Dakar, par exemple, c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. Et quand je vois aujourd'hui tous les vélos, les motos qui circulent, également, on commençait à produire la fameuse CMJ. Et puis Blabas, avec toute cette infrastructure, on produisait les premières télés. Tizi ou Adaïsi, je pense que tout le monde se rappelle. Et puis c'est cette période-là que j'ai vécue sur les chantiers de construction. J'ai construit des silos, des moulins, mais j'ai construit aussi des lycées, des logements, beaucoup de choses, avant d'être versé plus tard dans un autre domaine qui fera le troisième volet. C'est une très belle conclusion. En tout cas, en attendant de découvrir toutes ces péripéties et ces nouvelles transhumances, je vous invite à découvrir le deuxième opus, le deuxième récit de Omar Khennouf, Rien n'arrive par hasard. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, cher monsieur Khennouf. Et galanterie oblige, le mot de la fin sera pour Madame Amel Kasdali et Zina la Corsaire. Les péripéties sont multiples, on a à peine effleuré quelques-unes d'entre elles. Vous êtes romancière jeunesse et vous animez des ateliers d'écriture pour les enfants. En guise de revoir, pouvez-vous nous en dire plus? Oui, alors j'anime un atelier d'écriture de contes, je précise de contes, au niveau de la maison de jeunes de mon quartier, Hamamet.
Et c'est vraiment un plaisir pour moi. C'est une passion, je dirais, d'apprendre à ces enfants à imaginer, à créer, à écrire, à s'exprimer aussi. Parce que dès qu'ils écrivent, dès qu'ils terminent d'écrire l'histoire, je leur dis, allez, vous montez, chacun lit son histoire. Et il y en a beaucoup qui sont très timides, qui ne veulent pas parler, qui sont là. Et après, avec le temps, ils se dérident, ils commencent à lire leurs histoires et c'est vraiment très agréable de voir les enfants, comment ils évoluent, l'évolution des enfants depuis le début, depuis leur timidité jusqu'à leur, je dirais, éclosion. Donc c'est vraiment magnifique et j'adore ça. J'adore. Faut-il faire partie du quartier ou est-ce qu'on peut se déplacer, l'entrée est libre? L'entrée est libre. L'entrée est libre, mais il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire au niveau de la maison de jeunes pour pouvoir assister aux cours. En tout cas, Amel Kasdali, je rappelle votre dernier roman jeunesse, Zina al-Qorsana. Merci. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à vous, merci. Le temps est passé tellement vite. Oui, ça passe très vite. Merci, merci Jawed, merci M. Khanouf, merci à tous, Majo, merci aux merci téléspectateurs. beaucoup. C'était un plaisir d'être parmi vous. Un plaisir partagé. Je rappelle aussi Rien n'arrive par hasard de Omar Khanouf. Et puis, évidemment, les meilleurs pour la fin. Merci à nos chers amis. Merci à vous de nous avoir accueillis chez vous. Inch'Allah, kun khfaf alaykoum. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt.